France Maghreb 2. Au programme pour ce grand forum en ce mercredi 13 mars, c'est la question du jour. Des experts estiment que les conditions d'interpellation de Adama Traoré sont responsables de son décès. Peut-on espérer une mise en examen ou condamnation des gendarmes? On en parle dans quelques minutes avec vous, ainsi qu'avec Faiza Ben Mohamed et Philippe Bouriachi, invité, le porte-parole du comité La Vérité pour Adama, Youssef Brakni, pour nous faire éclairage de cette dernière expertise. Nous avons le droit et le devoir de rire de tout. Un avis tranché signé Philippe Bouriachi tout à l'heure. Vous pourrez réagir juste derrière. Nous sommes en direct d'Alger tout à l'heure avec Khaled Drarni, journaliste indépendant, pour revenir notamment sur les déclarations à la télévision officielle algérienne de Lamtam Lamamra et de Akhtar Brahimi. Info zappé ainsi que le zapping, voilà pour vous conduire tranquillement jusque 18h à l'écoute de France Maghreb 2 et du Grand Forum. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Nous sommes mercredi, nous sommes le 13 mars, ravi de vous retrouver avec, pour vous accompagner aujourd'hui, Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Bonjour à tous, bonjour Christophe, bonjour au deuxième chroniqueur Philippe, je l'ai pas encore présenté mais voilà. Oui, non, je commence par les dames, hein. Moi je suis galant madame, hein. Bah oui. J'en passe en même temps, maintenant que je suis dans les bons jours, je profite parce que ma grand-mère elle m'écoute pas souvent et aujourd'hui je vais lui faire un gros bisou parce qu'elle a allumé sa radio. Ah, bah salam alaikum Haja, et bien marhababik Izat France Maghreb 2. Ah oui, bah attends. Eh oui, c'est ça mon Philippe. Philippe Bouriachi, comment ça va? Écoute, il est ouvert le micro? Oui, il est ouvert, bien sûr. Ah, pardon. Très grosse pression, ça va pas très bien. Ah bon, pourquoi? C'est à cause de mon avis tranché, vous m'avez mis une pression de dingue, l'équipe du LGF. Non mais alors, faut que je vous explique, parce que monsieur commence comme ça. Philippe m'envoie un message en me disant mon avis tranché fait 9 minutes, j'ai dit pardon? J'ai dit mais t'es sérieux Philippe là? 9 minutes pour un avis tranché, mais ça va pas bien? Ah ouais, mais bon, il m'a dit ouais, mais c'est mis une semaine à le préparer. Et c'est important parce que si bon, j'ai dit allez exceptionnellement. Bon, alors soyez attentifs, il a intérêt d'être bon notre Philippe tout à l'heure. Et c'est un sujet qui est intéressant parce que le titre c'est nous avons le droit et le devoir de rire de tout. Ah, ça c'est intéressant parce que est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu connaître, je pense à l'époque Coluche, le Luron, etc. Les temps ont bien changé quand même, hein. Bon, alors avant de retrouver ton avis tranché tout à l'heure, aux alentours de 17h, nous allons parler de l'affaire Adama Traoré. France Maghreb 2 a été l'une des rares radios, en tout cas, à parler de cette affaire comme il se doit, parce que c'est une affaire grave. Et la question du jour aujourd'hui que l'on vous pose, les experts estiment que les conditions d'interpellation de Adama Traoré sont responsables de son décès. Peut-on espérer une mise en examen ou condamnation des gendarmes? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2, et en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Les résultats sont, écoutez, c'est pas un gros score, hein. C'est 53% de oui sur Facebook, 52% sur Twitter, le Grand Forum FM2. Faiza, ça t'étonne ce résultat? Non, le résultat il est tout à fait logique parce que la question qu'on pose, c'est pas est-ce qu'on veut que les gendarmes soient condamnés pour la mort d'Adama Traoré. La question c'est est-ce qu'on pense qu'ils vont l'être. Ouais. Et on sait que historiquement parlant, tous les policiers et les gendarmes qui se sont rendus coupables de violences policières ou qui ont en tout cas été mis en cause sur des violences, des crimes, hein, parce qu'il y a des violences, mais il y a surtout des crimes qui sont médiatiques. Ils sont jamais condamnés et même quand ils le sont de manière hyper symbolique. Hein. Je vais pas encore vous reparler des années 80. Moi, mon oncle qui a été tué par un CRS à Marseille déjà dans les années 80, il a pris 10 mois de prison, dont 6 avec sursis. C'est un déni de justice, c'est un crachat au visage des familles et c'est quelque chose qui touche toutes les familles qui sont victimes des violences et des crimes jusqu'à présent. La seule affaire médiatique qui a réussi et avec perte et fracas à faire condamner le policier, c'est Amal Bentounsi et la pauvre, elle s'est battue pendant des années pour réussir à faire condamner un policier. Donc, même s'ils sont mis en examen, malheureusement, souvent ça débouche sur des non-lieux. Philippe, sur les violences policières en général et sur cette affaire Adama Traoré dont tu as évidemment entendu parler. Oui, bien sûr, j'ai entendu. Alors, permets-moi d'avoir une pensée pour la famille et sa sœur mène vraiment Vas-y, on t'écoute Philippe. Non, mais j'ai un retour dans l'oreille. Ah bon. Sa sœur mène un combat incroyable. Faut saluer son courage et la force. Traoré, ouais. Voilà et la force de cette famille. Un de plus dans nos quartiers. Tu sais,
Samedi dernier, j'ai été invité sur une chaîne de télé et il y avait Jeanlin Lacapelle, enfin un mec du Front National, Rassemblement National, qui était offusqué des violences commises par la police envers les gilets jaunes. Mais par contre, il n'hésitait pas à décrier et à minimiser ce qu'on vit depuis des années dans nos quartiers dits populaires. Ouais. Et alors, ce n'est pas minimisé de dire un de plus, mais il y en a marre. Il y en a marre. Il faut vraiment que toute la lumière soit faite. Et je crois que son slogan en disant pas de justice, pas de paix, c'est pas un appel à la haine ou un appel au crime. C'est que la famille n'aura jamais de paix tant qu'on ne saura pas toute la vérité. Et il y a des rebondissements. On va en parler un petit peu plus tard. Eh bien, nous sommes en direct avec Youssef Brakni, le porte-parole du collectif La Vérité pour Adama. Youssef, bonsoir. Oui, bonsoir à tous et à tous. Alors, qu'on comprenne bien, Youssef, ce qui s'est passé hier. On a vu passer un article du Parisien hier après-midi qui nous informait que ça y est, l'affaire était close, qu'on se dirigeait vers un classement de cette affaire, qu'il n'y aurait pas de condamnation. Et puis ensuite, il y a eu un retournement de situation hier soir avec un communiqué, un contre-communiqué, où on apprend que il y a, et tu vas me contredire si je me trompe, donc une contre-expertise qui a été réclamée, demandée de la part de la famille, et à la tête donc 4 grands spécialistes qui en fait démontent tout simplement les arguments de l'expertise qui allait classer l'affaire Adama Traoré. Ai-je bien résumé, Youssef ? Oui, c'est exactement ça. C'est même très grave en fait, parce qu'on a les 4 plus grands médecins des hôpitaux de Paris qui ont été saisis par l'avocat de la famille Traoré pour rendre une expertise. Parce qu'en fait, c'était juste la conclusion de l'expertise. Donc, je rappelle que c'était mandaté, ces experts qui ont été mandatés par la justice, par les juges qui ont clairement envie de rendre un non-lieu, qui sont même pressés de rendre un non-lieu, et qui ont dit, qu'en toute façon, quelque chose de complètement absurde, que Adama Traoré serait mort suite à un effort intense, donc une course de 18 minutes sur 400 mètres. Vous voyez pas, je sais pas si vous voyez le ridicule, en disant qui a provoqué du coup l'asphyxie et la mort d'Adama Traoré, c'est cette course et qu'il aurait fait une crise drépanocytaire qui serait malade de la drépanocytose, et que du coup ça a entraîné sa mort et que c'était irréversible, et qu'avant même qu'ils soient en contact avec les gendarmes, ils ont écrit ça noir sur blanc, avant même que Adama Traoré rentre dans l'appartement là où il a été asphyxié par un plaquage ventral, en fait il était déjà mort en fait. Donc du coup c'était une ordonnance de non-lieu. Voilà, c'est une ordonnance clairement de non-lieu pour sauver les gendarmes. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher les plus grands spécialistes des maladies citées, donc notamment la drépanocytose, donc un des experts qui a mené cette expertise, ils sont 4. La nouvelle, celle qui est désignée par des experts qui étaient désignés par la famille. Bien près du téléphone, Youssef, parce qu'on t'entend assez mal là. Ouais, l'expert. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Qui a été désigné par la famille, notamment parmi les 4, et un des plus grands spécialistes connus internationalement de la drépanocytose. Donc du coup, cette expertise, elle écarte complètement toute maladie, tout ce qui a pu être inventé depuis presque 3 ans maintenant, parce qu'à chaque fois, il faut le savoir, il y a des nouvelles maladies qui apparaissent en fonction des expertises. Et donc là, clairement, il dit que c'est complètement ridicule, que c'est même pas fondé scientifiquement, que scientifiquement c'est faux, et qu'ils remettent même en question l'éthique médicale des précédents experts mandatés par la justice. Pour vous dire, c'est rare. C'est très rare dans les milieux de la médecine que des médecins attaquent comme ça d'autres médecins. C'est que vraiment c'est un énorme scandale en fait. Du coup, il y a une volonté d'étouffer l'affaire, une volonté de rendre un non-lieu, une volonté de sauver ces gendarmes. Et eux, ils disent clairement dans l'expertise que la seule raison qui a amené, la seule direction vers laquelle il faut aller pour trouver les raisons de la mort d'Adama Traoré, c'est l'interpellation. C'est la technique qui a été utilisée pour interpeller Adama Traoré. C'est la seule chose qu'il faut analyser. Et donc ça, pour ce faire, c'est ce qu'on a demandé depuis le début, c'est une reconstitution sur les lieux, c'est réinterroger les gendarmes sur ces faits-là. Il faut savoir que les gendarmes, au bout de 2 ans quand même, c'est 2 ans de lutte, ont été entendus en novembre 2018 par les juges, mais attention, tenez-vous bien, ils n'ont été entendus que sur la question de la non-assistance à personne en péril. C'est-à-dire que là, on a atteint vraiment, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que les juges ont volontairement balayé la question de la violence. Pourtant, il y a une plainte pour coups et blessures sans intention qui a entraîné la mort sans intention de la donner. Elle ne les a pas du tout interrogés sur ces points-là. Elle a juste été sur la question de la non-assistance à personne en péril, en sachant pertinemment qu'ils ne pouvaient pas être mis en cause
sur la question d'un non-assistance à la personne en péril, puisque l'expertise dit qu'il est mort avant même d'avoir rencontré les gendarmes. Ouais. Que c'était irréversible. Du coup, tout est bien huilé. C'est comme d'habitude. Voilà, on a tout un système judiciaire qui, à chaque fois, amène à des non-lieux. Surtout quand c'est le cas comme ça, où c'est pas une question de tir, où là, il n'y a pas une question d'arme à feu, où là, en fait, il faut démontrer que, en fait, c'est la technique de l'interpellation qui a amené à la mort. Comme ça a été le cas, par exemple, pour Hakim Hajimi à Grasse, qui a été tué aussi suite à un plaquage ventral, ou Lamine Dieng, qui a été tué aussi suite à un plaquage ventral, ou à Iris suite à la technique du pliage. Et tiens à dire que, par ailleurs, il y a même une médecin qui a clairement dit, dès le départ, dès le début, qui a été désignée par le parquet de Pontoise, qui a amené, du coup, au fait que le parquet de Pontoise a été dessaisi de l'affaire, parce qu'elle a été dépaysée à Paris. Il faut savoir que Caroline Rambaud, donc ce médecin qui se dit être un médecin, a dit qu'Adama Traoré avait une pathologie cardiaque. C'est-à-dire qu'on a tout eu. Or, il se trouve que c'est la même qui a dit qu'Aliziri avait une pathologie cardiaque. Et dans tous les cas, à chaque fois, quand il y a une contre-expertise, ils disent que non, pas du tout. En fait, il n'y a aucun problème cardiaque. Il est en très bonne santé. Et au contraire, le fait qu'Adama Traoré, parce qu'elle a dit qu'il avait un gros cœur, plus gros que la normale, des parois épaisses, en fait, une cardiologue experte, encore une fois, dans son domaine, a dit non, en fait, le fait qu'il ait des parois aussi épaisses, c'est parce qu'en fait, c'était un très grand sportif. Un très grand sportif qui avait une activité sportive régulière, et c'était son cas. Youssef Brakni, porte-parole du comité La Vérité pour Adama. Du coup, le résultat de cette contre-expertise, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément de choses, ça relance l'affaire finalement. En fait, c'est juste énorme. En fait, on vient de révéler un scandale d'État. On vient de révéler qu'aujourd'hui, la justice en France n'existe pas quand des Noirs et des Arabes meurent entre les mains de la police. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a dit depuis 3 ans presque maintenant, où on dit depuis le début qu'Adama Traoré est mort à cause de la technique du plaquage ventral, parce que selon les dires des gendarmes, les premières déclarations, c'était sous le coup de l'émotion, je sais pas, mais tout de suite ils ont dit, il a pris le poids de nous 3 sur lui. Et qu'il disait, il se débattait, il disait, j'arrive plus à respirer, lâchez-moi, je n'arrive plus à respirer. Et pourtant, ils ont continué à compresser sa cage thoracique, ils ont continué à l'étrangler jusqu'à ce qu'il soit complètement asphyxié et qu'il suffoque et qu'il meure. Il faut savoir qu'Adama Traoré, alors qu'il se plaignait qu'il n'arrivait pas à respirer, il le jette dans la fourgonnette de la gendarmerie, alors qu'ils avaient le choix d'aller à droite vers l'hôpital, ils ont été à gauche vers la gendarmerie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Menotté derrière le dos, ils l'ont mis ventre contre terre dans la cour de la gendarmerie. Faut le savoir quand même. Et les pompiers n'ont pas pu accéder rapidement justement pour le secourir. Parce que c'est le rapport des pompiers qui nous dit que quand ils arrivent, d'ailleurs on leur dit pas que c'est la gendarmerie, ils ont été appelés comme ça, on leur donne une adresse, on leur dit pas que c'est la gendarmerie, ils doivent eux-mêmes pousser la porte de la gendarmerie parce que les gendarmes ne voulaient pas ouvrir aux pompiers. Et quand ils arrivent sur les lieux, ils voient un jeune homme comme ça, ventre contre terre, il faisait 32 degrés, en plein milieu de la cour de la gendarmerie sous un soleil, le soleil tapait sur le bitume, et il était comme ça allongé. Donc les pompiers ont dû s'y prendre à 3 reprises selon leur rapport, qui est dans le dossier, à 3 reprises pour demander aux gendarmes d'enlever les menottes. Alors les gendarmes leur répondaient, il fait semblant, il faut arrêter, etc. Ils ont dû insister à plusieurs reprises pour que enfin ils acceptent de lui enlever les menottes et que les gendarmes puissent faire le massage cardiaque. Mais bon, il était déjà mort. Youssef Brakni, on va aussi parler, parce que dans cette affaire, il y a évidemment Adama Traoré qui est mort, mais il y a aussi toute une pression qui est faite sur une famille avec combien? 4 frères qui sont en prison? 4 frères. 4 frères en prison. 4 frères en prison. C'est le prix à payer quand vous arrivez à démontrer que, en fait, la justice de Pontoise, notamment le parquet Yves Janier, le procureur de la République de Pontoise, a menti, qu'il a voulu couvrir la mort en disant que, au départ, quand même, Adama Traoré était mort, selon lui, pour des raisons d'alcool et de drogue. Donc, il faut savoir qu'il y a encore une autre expertise qui a montré qu'il n'y avait aucune trace d'alcool ni de drogue dans son corps. Eh bien, quand on fait muter un procureur, quand l'affaire est dépaysée, ça se paye derrière. Et il faut savoir que c'est le même tribunal, et je trouve pas ça normal que les frères Traoré soient à chaque fois jugés dans ce tribunal. C'est le même tribunal qui condamne à chaque fois les frères Traoré en permanence, tout le temps. C'est les peines les plus lourdes, et c'est à chaque fois des peines, c'est à chaque fois des procédures qui se rajoutent à d'autres procédures, et ils sont toujours maintenus en prison jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ils sont dans un état psychologique très instable, ils en peuvent plus. Ils craquent, c'est très difficile. Là, ils ont perdu un frère et ils se retrouvent emprisonnés parce que ils ont voulu le relever la tête, parce qu'ils ont voulu se battre pour la vérité, la justice, pour leur frère tué entre les mains de la gendarmerie. Et des fois, on va jusqu'à même, je crois, et dis-moi si je me trompe, à un des frères que l'on a placé dans la cellule de son frère, Adama.
Oui, c'est-à-dire que le jour, enfin, l'idée d'emprisonner les frères Traoré, c'est de briser psychologiquement, c'est des vieilles méthodes. Et donc, en fait, oui, exactement, on le remet à chaque fois qu'il doit passer devant les gendarmes pour une audition, on le remet à chaque fois dans la même cellule où il a appris la mort de son frère. Exactement la même cellule pour le la torture psychologique. Oui, Peut-être Faiza ou Philippe, une question pour Youssef Brakni avec nous aujourd'hui. Faiza? Ben, écoute, je vais réaborder encore la question de la pseudo-justice sur tout ce qui touche aux crimes et aux violences policières. Là, certes, moi, enfin, je connais l'histoire, je connais le dossier, pas par cœur, mais je l'ai bien étudié en long, en large, en travers. Il est évident, à mon sens, que les gendarmes se sont rendus coupables d'un homicide. Il y a même pas à tortiller là-dessus. Est-ce que, Youssef, vous avez l'espoir aujourd'hui de réussir à faire condamner ces gendarmes, à obtenir une mise en examen, sachant que c'est quelque chose qui est hyper compliqué. On connaît les pressions politiques, on connaît la non-indépendance de la justice, on le sait. Pour moi, l'affaire Adama aujourd'hui, elle prend un tournant politique parce que si vous réussissez à faire condamner ces gendarmes, ce sont les techniques d'interpellation qui sont remises en cause et qui seront remises en cause sur tout le territoire, mais essentiellement dans les techniques qui sont utilisées sur les jeunes des quartiers populaires. Et ça peut faire un grand séisme politique, national et social, quoi. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est le revers de la médaille. C'est que le fait d'avoir autant politisé cette affaire, le fait d'en avoir fait une affaire nationale, le fait d'en avoir fait une affaire sans précédent, le fait d'avoir réussi à mobiliser comme ça a été très rarement le cas, il faudrait remonter justement aux années 80, justement à la Ouari Ben Mohamed, il y a eu une grosse mobilisation, ou dans les années 90. Aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de mobilisation qu'en même temps, pour la justice, aujourd'hui, mettre en examen les gendarmes et au mieux, enfin, ce qui serait le mieux, c'est de les faire condamner. En fait, ça serait du coup de donner raison à tout notre discours politique. C'est le revers de la médaille quelque part. D'accord, on a tellement politisé la chose, on a tellement parlé du plaquage ventral, comme tu le dis, des techniques d'immobilisation, etc., que là, en fait, ça serait reconnaître en fait que tout ce qu'on disait d'un point de vue politique, on avait raison en fait, et qu'on n'avait pas du tout exagéré, et qu'on avait raison de maintenir notre ligne politique et de maintenir ce qu'on disait depuis le départ, que Adama Traoré a été tué suite à ces techniques d'immobilisation. C'est le combat aussi de Ramata Dieng, qui malheureusement n'a pas réussi, du coup qui est aujourd'hui à la Cour européenne des droits de l'homme, qui malheureusement n'a pas pu obtenir la justice ici en France. Al-Eziri, il faut le savoir, non plus n'a pas pu obtenir la justice en France, mais la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que la France était coupable. Alors c'est toujours le problème, c'est que c'est la France qui est condamnée quand ça va à l'Europe. C'est la France, c'est l'État français qui est condamné, qui indemnise, et ce ne sont pas les policiers qui continuent toujours à travailler au commissariat d'Argenteuil. Ouais. Donc aujourd'hui, en France, on ne peut pas obtenir la justice. C'est juste impossible. Et donc nous, évidemment, on le refuse. Évidemment, nous, on continue à mobiliser, on continue à politiser au maximum, parce qu'en fait, cette bataille, en réalité, c'est une bataille politique, comme tu le dis, elle se gagnera politiquement. C'est politiquement. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, le problème, si je puis dire, c'est que implicitement, si cette affaire va au bout, si vous réussissez à les faire condamner, et c'est sincèrement ce que je vous souhaite, c'est la reconnaissance implicite par la justice d'un racisme d'État dans les quartiers populaires. Ah oui, et c'est ce qui pourrait, je pense, bloquer une décision de justice favorable. Et après, j'ai une deuxième question pour toi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous pour vous aider à notre niveau? Qu'est-ce que peuvent faire les auditeurs? Comment on peut se mobiliser? Comment on peut vous aider? Est-ce qu'il y a parce que j'imagine que les procédures ont un coût moral, un coût financier. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues? Est-ce qu'on peut mettre nous aussi notre contribution? Oui, alors déjà, je pense que la plus grande force aujourd'hui de la bataille de la famille Traoré, c'est tous les soutiens. Et tous ceux qui se sont mobilisés massivement, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont joué un rôle énorme. Youssef, bien près du téléphone, Youssef. Et tout ça, je disais que c'est vraiment tous les soutiens que la famille Traoré a pu avoir, et notamment à travers les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a démonté médiatiquement tous les mensonges grâce aux réseaux sociaux. On a une force de frappe énorme sur les réseaux sociaux. On a évidemment tous les soutiens à l'international, jusqu'aux États-Unis, au Canada, etc. Donc ça, c'est le plus important, que les gens continuent à soutenir, à partager, à relayer, à contrer les mensonges. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Christophe, au début, les gendarmes ont tenté un coup le matin, en envoyant en repas le fait que c'était classé, que c'était fini, etc. Et donc du coup, toute la presse a repris. Tout de suite, on a contre-attaqué. Et on leur a mis un KO le soir même avec l'article qui a été publié dans le journal Le Monde. Et donc en fait, c'est ça notre principale force, c'est tous les soutiens. Et évidemment, les dons, ça c'est super important évidemment, parce qu'aujourd'hui on a l'affaire Traoré. Ah oui, parce que ça coûte cher une contre-expertise. C'était à la charge de la famille, hein. Bien sûr, c'est à la charge de la famille, et on a pu la financer grâce aux dons. Donc ça sert en fait, comme quoi quand on dit les dons, etc. Là, on a quand même réussi à démontrer qu'il y avait un scandale d'État,
avait une volonté d'étouffer grâce aux dons. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les frères Traoré qui sont emprisonnés, où on a à chaque fois en moyenne 3 procédures par frère. On a 3 procès, et à chaque fois, il faut payer les avocats, il faut payer les frères, ils ont besoin de mandat aussi pour pouvoir vivre en prison. Et ça, c'est grâce à tous les dons aussi financiers qu'on a pu récolter depuis le début. Sinon, la famille Traoré a déjà craqué depuis longtemps. Il faut savoir qu'Assa Traoré ne travaille plus. Assa Traoré n'a aucun revenu. 0 revenu, elle s'occupe de toute sa famille, elle passe sa vie au parloir, elle fait tous les parloirs. Il faut savoir que les frères Traoré sont dans différentes prisons d'Île-de-France. À Bois-d'Arcy, à Osny, à Meaux, à Fleury, ils sont partout. Et à chaque fois, elle est obligée de faire toutes les prisons, de sécréter tous les après-midi, etc. C'est super loin, vous imaginez bien, avec les bouchons de France. Ouais. Elle perd complètement des journées entières où elle est obligée d'aller voir ses frères, de faire en sorte de les ça soutenir. Aussi, c'est une torture psychologique pour la famille que de bien les sûr. Éparpiller un petit peu partout en région parisienne. Alors peut-être Philippe, une question sur la suite justement. Alors juste avant la question, je voudrais quand même rappeler que c'est pas n'importe quel gendarme qui sont intervenus, c'est les gendarmes du PSIG. Le PSIG, c'est le peloton de sécurité d'intervention de la gendarmerie. Ce sont des ultra professionnels aguerris et super entraînés. C'est vraiment entre le gendarme lambda et le GIGN. Voilà, on trouve le PSIG qui s'appelait avant l'élite, et ce sont des femmes et des hommes, quand je le dis, qui sont super entraînés, c'est pas une blague. Moi, il y a un truc qui me surprend réellement dans cette histoire, c'est effectivement à chaque fois on a entendu une nouvelle version qui venait des parties civiles, donc des forces de l'ordre. Alors un coup il avait trop couru, puis après il avait une malformation cardiaque, et puis enfin voilà, vraiment ça complique les choses. Et je crois surtout que le fait que ça soit des militaires, alors je dis pas que pour des policiers ou pour la police nationale ça soit un autre traitement, et on voit bien comment cela se passe en général lorsqu'ils sont inquiétés, mais le fait que ça soit des militaires, ça complique encore plus je pense cette obscurité, cette omerta autour de ça. Oui Philippe, il a raison Youssef, parce que c'est vrai que la plupart des violences policières, ce sont pas les gendarmes qui sont en tout cas en majorité. Boras qui a été tué d'une balle dans la joue à Colmar, c'était des gendarmes. Oui. Il y a eu quand même des cas où c'était des gendarmes qui étaient mis en cause. Mais après, sur la question des militaires, ça c'est évidemment que c'est pour ça que c'est une affaire d'État. C'est qu'en fait, contrairement à la police c'est les syndicats de police qui font le taf. Ouais. Les syndicats de police en France, ils ont un pouvoir énorme. On se rend pas compte, mais ils ont un pouvoir gigantesque. Pour preuve, ils ont réussi à obtenir une loi qui leur donne un permis de tuer en cas de légitime défense. C'était une vieille revendication des années 70 des policiers. À l'époque, c'était vu comme un truc d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est dans la loi, et c'est François Hollande du Parti socialiste qui l'a fait voter un cadeau aux syndicats de police. Mais là, pour le coup, les gendarmes, ils peuvent pas être syndiqués. Il n'y a pas de syndicats, c'est des militaires. Et en fait, c'est l'État qui prend le relais dans ces cas-là. Et c'est clairement une affaire de politique. Et j'en ai pour preuve le fait que il y a eu quand même 2 ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à la gendarmerie de l'île d'Adam et de Persan pour venir féliciter et médailler les gendarmes qui ont réussi à maintenir l'ordre face aux jeunes révoltés de Beaumont-sur-Oise, de Persan, de Bruyères, de toutes les villes aux alentours suite à la mort d'Adama Traoré. Quand même, 2 ministres de l'Intérieur qui se sont déplacés. Donc il y a un soutien clair et net là dans cette affaire des plus hautes sphères de l'État. Et je parle même pas de la position du parquet qui clairement veut aller très très vite et veut clairement enterrer cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, Youssef Brakni, après le résultat de cette contre-expertise? Alors là, ce qui se passe, c'est que donc maître Yacine Bouzrou, l'avocat de la famille Traoré, qui a fait un super boulot dans l'affaire. Hein. Ouais, qui est vraiment, c'est le meilleur, j'ai envie de dire. Franchement, voilà, c'est un avocat d'un niveau extraordinaire, c'est un avocat qui est très fin, très politique, c'est un fin stratège. Donc là, il a complètement démonté les avocats d'en face des gendarmes, dont un qui s'appelle Monsieur Bossuet, qui est l'avocat de Marine Le Pen, et qui est aussi l'avocat des gendarmes face à nous. Ça ne s'invente pas. Donc du coup, comment? Ça ne s'invente pas. Ouais, oui, c'est pas un hasard. Et du coup, il a déposé, donc là, il avait 3 mois pour pouvoir demander de nouveaux actes, etc. Donc du coup, il a mis dans le dossier cette nouvelle expertise. Donc là, maintenant, c'est aux juges. On attend le retour des juges, comment elles vont apprécier cette expertise. Après, elle va avoir énormément de mal, parce qu'elle, pour le coup, elle aura les noms. Ils peuvent la rejeter, cette contre-expertise? Bien sûr, elle peut dire que l'expertise qui a été rendue, où ils disent qu'il est mort au bout de sur 400 mètres, 15 minutes en 400 mètres, oui, elle peut le dire. Elle peut dire que non, je maintiens l'autre, etc. Bien sûr, tout est possible, mais ça va être compliqué quand même, parce que là, tout le monde connaît le nom de ces médecins. Même le journal Le Monde, Nicolas Chaput, qui est un des grands spécialistes de la police et de la justice en France, qui est journaliste au Monde, le dit lui-même. Il dit, il connaît ces médecins. Ils
sont connus, reconnus internationalement, ça va être très compliqué de dire que ces médecins-là sont des charlatans, et surtout que c'est des spécialistes de toutes les maladies citées qui auraient soi-disant emmené à la mort d'Adama Traoré. Donc ça va être compliqué pour la juge de retoquer ça et de dire non, ça vaut rien. Je peux faire un petit parallèle qui n'en est pas un, mais vous vous sentez un petit peu comme le peuple algérien aujourd'hui, à savoir que une bataille de gagner, mais pas la guerre. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, faut le savoir, en Algérie, on est soutenu aussi. Hein. D'ailleurs, il y a Majid Messaouden qui est là-bas et qui a été sorti sur Adama. Là, il y a une vidéo qui arrive là avec des Algériens qui apportent leur soutien à la famille Traoré, qui demandent aussi justice pour Adama en direct d'Alger, là, qui va arriver instantanément sous peu et qu'on va publier. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Youssef, en tout cas, de nous avoir éclairé concernant cette... Sur quel canal de quoi? Il publie sur quel canal? Bah, sur Twitter, Sur la Facebook. page de la vérité Adama, La vérité pour Adama sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ils sont présents partout, Voilà. sur tous les réseaux sociaux. Merci mon Youssef et à très vite dans le LGF l'année prochaine ou c'est comment pour toi? La semaine prochaine. Oui, tu me dis ça à chaque fois que je t'appelle, hein. Mais bon. Ouais, je sais, mais c'est sûr, la semaine prochaine. Bon, avec grand plaisir. Salut mon Youssef, bonne soirée. Bon, bah voilà, donc pour faire le lien donc sur cette affaire, cette contre-expertise. Là, c'est vrai que d'après ce que nous raconte Youssef, Faiza, Philippe, ça va être très compliqué quand même pour la justice de ne pas reconnaître cette expertise. Mais ils peuvent le faire, ils peuvent aller jusqu'au bout voilà. Malheureusement. Bon, eh bien, on va non, mais ils peuvent toujours aller au bout de leur truc. Hein. Là, franchement, dans cette affaire, ça va être hyper compliqué. Si c'était une autre qui avait été moins médiatisée, je dirais c'est plié. Il va y avoir encore un non-lieu, comme ça a été le cas X fois. Les gendarmes vont rien avoir et c'est réglé. Là, il y a une chance, c'est qu'ils ont, il a dit Youssef tout à l'heure, ils ont une force de frappe médiatique qui est immense. Oui. Et moi, j'en profite pour passer un appel aux auditeurs. C'est que quand vous passez devant des jeunes qui sont en train de se faire contrôler par la police, que ce soit en bas de chez vous, que vous ayez vu ces jeunes faire des bêtises avant, on s'en fiche, peu importe. Filmez systématiquement. Exact. Vous ne savez pas, quand vous allez partir, si ces jeunes, ils vont terminer leur contrôle de police de manière normale, dans la dignité, avec s'ils ont fait quelque chose, ils sont embarqués. C'est pas ça le souci. La question, c'est les techniques d'interpellation de la police posent systématiquement problème. Et le seul moyen que vous pouvez donner aux familles, c'est de filmer au cas où ça dégénère. Même si après il y a rien, c'est pas grave, vous effacez la vidéo, mais filmez s'il vous plaît, ça pourrait être demain votre frère, votre cousin, votre voisin, n'importe qui. Et quand vous allez apprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave et que vous n'allez pas filmer, vous allez vous en vouloir. Et ça peut arriver à n'importe qui. Dans un instant, mon Philippe, c'est à toi de jouer pour ton avis tranché. Je pense qu'il y a quelques larmichettes qui ont dû couler en écoutant cette chanson de l'Algérino avec Algérie mis à mort. L'excellent choix, ma chère Faiza. Bravo. Bon, ça fait quand même 3 semaines que je fais 3 chansons coup de cœur pour l'Algérie. Oui. Je pense qu'il va falloir que je change de pays à un moment. C'est vrai ça, dites donc. Qu'est-ce que c'est cet amour soudain pour l'Algérie, Faiza? Non, mais le contexte s'y prête. C'est pas un amour spécifique pour l'Algérie. Le contexte s'y prête et ils ont donné une leçon de dignité à tout le monde. Donc je pense qu'il faut qu'on les soutienne. Moi, je suis d'origine marocaine. Mes parents sont nés en Algérie. Mes enfants ont la nationalité algérienne aussi. Mais je suis, comme dirait Manuel Valls, éternellement liée à l'Algérie par mes enfants. Ah. Tu vois, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, t'as vu mon Philippe? On est tous quelque part liés éternellement à l'Algérie, forcément. Mais c'est le berceau de l'humanité depuis qu'ils sont trouvés. Oui. T'es au courant de ça? N'abusez pas, vous pensez. Attends, non, sincèrement, c'est pas moi, c'est Science et Vie qui l'a sorti. Ils ont trouvé des ossements d'un de nos ancêtres et il a dépassé Lucie. Donc l'Algérie est officiellement le berceau de l'humanité. N'en déplaise à Monsieur Manuel Valls. Oui, bon lui, il coule il est là-bas lui, du côté de Barcelone. Enfin, je sais pas où il en est d'ailleurs dans sa carrière politique. Il est vers une cabine téléphonique là, il s'est pris en photo devant une cabine parce que je pense qu'il y a que ça maintenant. Il lui reste que ça. Mesquine. Bon, allez, et bien justement, tiens, voilà, ça tombe bien. La transition est magnifique parce que peut-on rire de tout, hein? Bah oui, c'est l'avis tranché de notre ami Philippe Boriachi. C'est parti, jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, eh bien, on va écouter cet avis tranché. Est-ce que c'est bon? Oui? Non? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de connexion. Bah si.
Ah bah faut y aller alors ma petite Sarah. Hein, bon, on y va mon Philippe, tu es prêt donc pour cet avis tranché donc qui s'intitule Nous avons le droit et le devoir de rire de tout. Moi aussi ça me fait la même chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème de connexion. Bah, comme par hasard, tu vois ça va là, t'as dit que l'Algérie berceau de l'humanité, voilà coupure d'internet. Bah bravo les gars, bravo. Bon, je sais pas, on y va ou pas ? Bah sinon tu l'enregistres et tu... Bah oui, de toute façon c'est enregistré, vous inquiétez pas. Ouais, tout se passe en direct dans cette émission, c'est un truc de fou. Donc, on y va pour cet avis tranché mon cher Philippe. Tu renvoies le jingle ? Bah je remets pas le jingle, si. Ouais, comme tu veux. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Eh bien Philippe Mourichi, donc pour cet avis tranché, nous avons le droit et le devoir donc de rire de tout. Le titre, je l'aurais au moins prononcé 4 fois aujourd'hui, c'est pas mal. Nous avons le droit et le devoir de rire de tout. Article 1er. Les femmes et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit de rire de tout. Enfin, normalement. Au passage, petite dédicace à ma délicieuse femme. Au moment de l'écriture de mon avis tranché, je savais pas encore que j'allais écrire la vanne, la blague la plus drôle du 22e siècle qui va ringardiser tous les stand-uppers du Comedy Club. Je vous la ferai à la fin de mon avis tranché, c'est promis. Allez, on en fait une petite pour la route ? Ok, je me lance. C'est Franck, Bastien et Marc, 3 enfants de cœur, qui, après la messe du dimanche, vont voir le curé dans son bureau. Et là, alerte, premier signalement. Attendez, je vais vous expliquer. Là, on n'est plus du tout dans l'histoire drôle que j'avais commencé à narrer. Je sais, ça a de quoi déboussoler. À la suite de mon dernier passage au LGF, ma femme, qui est la plus grande de mes fans, normale, elle mesure 1m82, quand même, a développé une application et me l'a installée à version bêta sur mon smartphone. Le must du must, The Appli. Cette application est révolutionnaire. Compañeros, hasta la victoria siempre, commandante. Et si vous voulez devenir riche, que dis-je, très riche, mettez tout de suite tous vos économies dans sa start-up. Car la vitesse où va ce monde, elle va vous faire économiser des milliers d'euros en frais d'avocat et des millions d'euros en dommages et intérêts. Cette appli s'appelle TCQ TDS RCT. Je sais, ça fait penser à une clé d'activation de logiciel antivirus. Eh ben, c'est carrément ça. À l'heure de la pensée unique, du politiquement correct, des cybersignalements et de la peur du CSA, elle sera this solution. Je traduis pour les non anglophones, c'est la solution. TCQ, TDS, RCT, ça veut dire quoi? Eh ben, tout simplement, ça veut dire tout ce que tu diras se retournera contre toi. Et cette application, elle est géniale, mortelle, extraordinaire. Et comme je suis le premier à l'utiliser, eh ben, je vais vous expliquer comment ça marche. Bah, c'est tout simple. Tout d'abord, il faut l'installer sur votre smartphone. Sinon, ça va avoir des difficultés à fonctionner. Et puis, elle se connecte à tous les groupes de pression qui n'hésiteront pas à saisir l'arsenal juridique médiatique pour vous clouer au pilori. Par exemple, au début de mon introduction, j'ai reçu une première alerte. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais j'ai commis un crime pour parler de cette délicieuse personne qui partage ma vie depuis 17 ans et qui fait de moi l'homme le plus comblé du monde. J'ai utilisé une injure en la reléguant au rôle d'objet d'assouvissement du désir pervers narcissique du mal dominant que je suis, héritier d'une société ancestrale patriarcale dont la jante féminine a moins de valeur qu'un vulgaire chat d'égout. Petite parenthèse entre nous, un chat, ça a quand même cette vie. Le jour où tu trouveras une femme avec cette vie, bah tu me la présentes. Alors oui, je vous vois impatient et impatiente de connaître le crime de lèse-majesté que j'ai commis envers ma reine, que dis-je, mon impératrice. D'abord, quel groupe de pression qui s'est plaint? Eh ben, c'est la commission féministe de mon parti, donc je tairai le nom. Et comme vous êtes super sympa dans cette radio, je vais juste vous donner les initiales EELV. Europe Écologie Les Verts. Donc je disais, la commission féministe va demander mon exclusion du parti. À quel titre me direz-vous? Eh ben, figurez-vous que j'ai utilisé un adjectif possessif à la première personne du singulier pour désigner ma déesse, mon cœur, mon amour, mon souffle de vie. Mais quelle erreur, quelle infamie! Et en plus, comme je suis un mal écervelé, bien évidemment, je viens de récidiver un instant en disant mon amour, mon cœur, mon souffle de vie. Et hormis mon appli, personne, et je dis bien personne sur ce plateau ne m'a fait la remarque, faisons de vous mes complices. Alors c'est vrai, je suis un peu dans l'exagération, mais c'est sûrement dû à ma culture judéo-musulmane. Alerte, alerte, deuxième et troisième signalement. Et oui, pauvre de moi, j'ai dit judéo, et voilà notre BHN national, le grand gardien de la dignité humaine et extraterrestre d'ailleurs, qui va porter plainte pour antisémitisme. Et Finkielkraut vient de tweeter Philippe Bouriachi, le nouveau visage de l'antisémitisme islamo-écologiste. Taisez-vous! J'ai dit musulmane aussi,
Mais bon, là, entre nous, c'est moins grave quand même. Je rajouterais que si El Blancos était présidente de la República, El Blancos, c'est Manuel Valls. Je serais normalement reçu demain à l'Élysée pour qu'il me remette en personne la Légion d'honneur. Quand même! En disant musulmane, c'est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui va porter plainte contre moi. Alerte, alerte, 4e et 5e signalement de l'émission. Oh non, ça recommence. J'ai dit pauvre de moi. Là, c'est le Secours Populaire, la Fondation Abbé Pierre, les petits frères des pauvres qui me tombent dessus. Mais du coup, pourquoi j'ai une 5e alerte? Attendez, je regarde. Non, incroyable mais vrai, vous n'allez pas le croire vos oreilles. C'est un collègue du LGF qui se plaint contre moi. Monsieur Yasser Louaouti, mon frère, mon modèle, mon champion du monde, toute catégorie des avis tranchés. Oui, je sais, je viens à nouveau d'utiliser un adjectif possessif à la première personne du singulier pour désigner Yasser. Mais vous inquiétez pas, dans ce sens-là, pas de problème. Ça se saurait si les hommes étaient solidaires. D'ailleurs, ils ont pas le temps, ils préfèrent se faire la guerre. Alors oui, pourquoi Yasser n'est pas content? Bah, figurez-vous que pour le coup, là, il a pas complètement tort. Rappelez-vous, j'ai dit le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France va porter plainte contre moi. Et le message de Yasser est clair. Depuis quand le CCIF fait correctement la mission pour laquelle il a été créé? Si ça avait été le cas, le CDM n'aurait aucune raison d'exister. Ah, le CDM, c'est pour Citoyens contre la discrimination dans les médias. Au passage, dédicace à Hanan Zawani. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer dans son émission Par les femmes sur France Maghreb 2, bien sûr. Alerte, alerte, oh non, 6e signalement. Franchement, là, c'est abusé. C'est la commission animale de EELV et l'association L214 qui saisissent la justice pour paroles cruelles envers animaux dotés d'une sensibilité émotive. Tout ça pour avoir eu l'inconscience de dire vulgaire chez Adégout. Non, bordel, là, ça va quand même trop loin, cette histoire. À la base, c'était juste pour rire. Alerte, alerte, non, mon Dieu, Jésus-Marie-Joseph, 7e signalement. Et là, c'est le pompon. Pour avoir dit bordel, c'est le Stras qui me fait une injonction pour savoir si je suis pour ou contre les maisons closes. Les Français ont le droit de savoir, monsieur Bouriachi. Ah oui, pardon, Stras. Rigolez pas, c'est pour syndicat du travail sexuel. Non, je vous jure, ne rigolez pas, je vous assure que ça existe vraiment. Alerte, alerte, 8e signalement. Revoilà Nadine qui m'accuse de blasphème pour avoir dit mon Dieu, Jésus, Marie-Joseph. Non, pas Nadine Oumouk, je vous parle de l'autre Nadine. Vous savez, l'islamo-hystérique. Au passage, dédicace à Razik du LGF. Donc je disais Nadine Morano, la Jeanne d'Arc du hijab et du niqab. Bip bip, pas de panique. Ouf. Là, c'est pas une alerte, c'est un message de maître Samia Kasmi, mon avocate, inscrit au barreau de Versailles. Excusez du peu, s'il vous plaît. Voici son message. Cher client. C'est clair, vu que tous les honoraires que je te laisse par an, tu peux même m'appeler très cher client. Bon, je reprends. Merci de trouver 6 juin mon RIB pour vos futurs virements. Et si on plaide la folie, on peut peut-être s'en sortir. Au pire, ne vous inquiétez pas, on fera appel. Oups. Oups, c'est le nouveau mot qui remplace le PS. Vous savez, le post-scriptum à la fin d'un courrier. On l'a changé parce que les gens pensaient toujours à l'arnaque du Parti Socialiste. Ceux qui ont eu 2 présidents de la République et qui nous avaient promis le droit de vote aux étrangers. Alors donc je disais, oups, les frais d'appel ne sont jamais inclus dans le tarif initial. Je crois qu'on est tous d'accord, c'est vraiment pas ma journée. Bon, je vais m'arrêter là. Car sinon, car je ne veux pas causer de soucis à notre Che Guevara du LGF, l'homme qui dimanche dernier a eu le courage de braver le pouvoir algérien et par sa seule présence a fait renoncer Bouteflika pour son 5e mandat. J'ai nommé Mister Sidi Christophe. Là, du coup, je fais un peu de lèche à mon boss. Je suis d'accord avec vous, mais je suis quand même un peu amer de cette société du politiquement correct où on ne peut plus rire de tout. Moi qui ai grandi au Colaro, au Bébé de Show, à Ben Hill, les nuls, les inconnus, les guignols de l'info, le Groenland, triste de voir que le seul espace de liberté qui nous reste est en train de nous être enlevé. Comme l'impression, à l'inverse de Neo, d'être bien enfermé dans Matrix et de ne pas avoir le choix de la couleur de la pilule. Et si nous ne faisons rien, nous allons finir réellement dans le même monde de société que celui du film Equilibrium, où même sourire sera considéré comme un délit réprimé par l'Ecclésiaste. Pierre Desproges disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, où l'autocensure est devenue la norme, dans cette société sclérosée, pasteurisée, stérilisée, on ne peut plus faire rire sans risquer un procès. Je voudrais, et même si je sais que les féministes vont me tomber dessus, parce que je vais pas respecter la parité, et rendre hommage à Cabu, Charp, Volonsky, DeVos, Desproges, Coluche, Coluche. Et comme je vous l'avais promis, et en avant-première mondiale, voici la vanne, la blague la plus drôle du 22e siècle. Vous êtes prêts? Attention, ça dure que 7 secondes, tendez bien l'oreille. C'est parti. Alors, j'avais pas raison ou pas? Elle est pas trop mortelle, ma vanne. Comme le dit si bien le futur maire d'Orly, un type extraordinaire pour qui je vous invite à voter. Un peu d'autopromotion, ça fait jamais de mal. Une société sans sourire, sans éclat de rire, c'est une société de zombies sans avenir.
Et ce monde-là, moi, je n'en veux pas. Et de par ma femme, je serai éternellement lié à l'amour et à l'humour quand même. Alors oui, cher peuple de Gaulle, nous avons le choix de notre société, nous avons le droit et le devoir de rire de tout. Merci mon Philippe. Bah si avec ça t'as un truc à lui demander à ta femme, je pense que là c'est le moment, hein. Faut y aller. Faiza, c'est un peu vrai quoi, on peut plus rire de rien finalement dans cette société. Non, si, on peut rire de tout, on peut rire de beaucoup de choses. Après, j'ai entendu tout l'avis tranché de Philippe et je tiens à intervenir sur un propos qui m'a heurté. Ah, bah voilà, ça fait le 10e signalement, voilà. Non, mais moi, j'entends ce que tu dis, je comprends que c'est dit sur un ton humoristique, mais je dois préciser que je suis membre du CCIF et que je fais partie de l'antenne niçoise de cette association. Et que je trouve profondément injuste que ces derniers temps, à l'antenne de la radio, on fasse un certain nombre de réflexions. Et là, Philippe, en l'occurrence, tu viens de dire si le CCIF faisait correctement son travail. Le CCIF est une association autonome, elle n'a été mandatée par aucune institution pour faire son travail, comme tu dis. Et le CDM n'a pas vocation à remplacer le CCIF. Ce sont deux entités qui peuvent être complémentaires et qui ont chacune son domaine. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire, parce qu'il y a d'autres associations antiracistes qui travaillent sur l'islamophobie, il y en a d'autres, hein. Il y a l'ORIO, qui a été créé par des communautés turques ici en France qui œuvrent beaucoup sur l'islamophobie. Il y a l'ADM, l'association de droits des musulmans, qui travaille sur l'islamophobie aussi. Il y a un certain panel, et de dire comme ça que de jeter en pâture des noms d'associations. J'ai entendu ce qu'a dit Yasser la semaine dernière, puisque maintenant on peut en parler. Il a des raisons d'avoir évoqué certains faits qui lui sont personnels, mais après vous pouvez pas venir mettre en cause une association et le travail de bénévoles dont je fais partie, comme ça à l'antenne, comme si ils avaient fait tuer quelqu'un ou escroquer sur cette question. Il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps entièrement gratuitement à leur détriment. Ça a un coût moral, ça a un coût familial, ça a un coût même financier pour certains. On peut pas leur cracher dessus, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on arrête ça. Philippe. Ah bah je vais répondre immédiatement. Bah c'était l'objectif. L'objectif c'est qu'il y ait des réactions de ce style-là. Je suis persuadé que ça n'a pas fait rire Faiza, mais je suis persuadé que ça a fait rire par exemple Yasser. Alors ce que je veux dire par là, moi je connaissais pas du tout l'histoire du CCIF, etc. Ce qui s'est passé, tout le bordel. J'ai pris et je tiens à dire qu'effectivement j'ai grossi des traits, mais je vous jure que tout ce que je dis là, ça m'est arrivé. Moi, je vous raconte une histoire vraiment banale. J'étais dans une réunion chez mes potes écolos, etc. Et un pote il me dit bah putain bordel Philippe t'as vachement grossi. Je dis ouais je sais ma femme c'est une tuerie, elle fait une gamelle incroyable ma femme. J'ai dit 4 fois ma femme. Et là il y a une copine. Je te jure, ce que je te dis, c'est la vérité, hein, sur la tombe de mon père et de ma mère, qui se lève et qui me fait un scandale de fou. Oui, c'est pas ta propriété, c'est pas ta possession. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais elle est dingue, cette fille. Et en fin de compte, elle a été victime de violences de par son ex, etc., et qui lui disait, t'es ma chose, t'es ma possession. Le mot ma, ça l'a forcément focalisé. Donc, ce que je veux dire dans mon truc dans lequel j'ai grossi les traits, pareil, hein, pour l'histoire des cruauté envers des animaux sensibles. Moi, nous, on a une commission animale dont je fais partie dans mon parti. Je peux t'assurer que si tu leur mets un steak devant, ils vont te sauter à la gorge. Mais forcément, tu ne peux pas dire quelque chose en le grossissant sans forcément blesser quelqu'un. Et c'est le but. Et l'humour en lui-même, moi je me rappelle très bien, rappelle-toi quand Coluche racontait la blague du CRS en disant quand tu es CRS, faut apprendre 2 langues, allemand pour le chien et arabe pour le mec. Moi, chez moi, on était mort de rire. Mais aujourd'hui, tu racontes ça, mais tu finis tout de suite en garde à vue. Et c'est ça, cette société qui est complètement compliquée. Alors, pour revenir au CCIF, j'ai pris cet exemple parce que j'ai entendu Yasser la dernière fois et je voulais faire un ping-pong avec Yasser. Et donc, l'objectif, c'est qu'à chaque fois tu vas dire un truc, boum, tout de suite ça déclenche un autre truc. C'est pour ça qu'il y a 8 alertes et il pourrait y en avoir une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine. Et à ce moment-là, on ne peut plus parler. Et l'humour, justement, ce qui est le plus drôle, quand Felag, par exemple, tout à l'heure, fait de l'auto-caricature sur les Algériens. Tous les Algériens et même tous les Maghrébins, tous les Arabes sont morts de rire parce qu'on sait que non simplement c'est pas exagéré, mais c'est vraiment vrai et des fois c'est même carrément minimisé. Alors je reconnais le travail de toutes les associations bénévoles et je vous tire tous et toutes mon chapeau parce que je sais que c'est beaucoup d'heures de travail, de sacrifice. On n'est pas à la maison, on n'est pas avec ses proches, on n'est pas en train de faire des choses qui nous font plaisir, mais on pourrait faire d'autres choses qui nous fassent plaisir. Souvent pour ne pas avoir de remerciements lorsque tu sors des gens de certaines situations compliquées. Mon père me disait n'attends pas de remerciements sinon tu ne seras jamais remercié. Fais-le d'abord pour toi avant de le faire pour les autres.
Voilà. Bon, c'est vrai que voilà, mais en tout cas c'est bien d'avoir fait Faiza, c'est très important. Et dans cette émission, il y a une diversité. Et puis sans transition, enfin il y a rien, il y a pas d'animosité dans mon propos. C'est juste que moi, enfin j'entends ça, je me sens personnellement insultée parce que je fais partie de cette équipe, quoi. Voilà, c'est tout. Après, quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est en lien avec la question de l'islamophobie, le CCIF en l'occurrence, puisqu'il faut maintenant montrer avec un étendard son travail. Vendredi matin tiendra une conférence de presse avec les chiffres très inquiétants qui montrent dans le rapport annuel de 2018 une montée faramineuse des actes islamophobes, contrairement à ce qui a été affirmé par le gouvernement. Exact, parce que le gouvernement nous avait bien dit que l'islamophobie, ça avait baissé considérablement et que l'antisémitisme avait grimpé gravement à 74% d'actes supplémentaires. Et donc le CCIF tiendra. On aura les chiffres, enfin moi je les ai, mais je les donnerai pas maintenant. Non, évidemment. On les aura vendredi matin, ils seront diffusés vendredi matin. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, c'est pas la réalité de terrain ne reflète pas les positions du gouvernement. Très bien. Et voilà une chose intéressante et chacun peut s'exprimer en toute liberté dans cette émission. Bravo à tous, en tout cas de votre contribution. Et je rappelle d'ailleurs, puisque l'occasion m'en est donnée, que toutes les personnes nommément citées dans la chronique de Yasser Louati, qui a fait beaucoup réagir, évidemment, et cela va de soi, ont un droit de réponse si elles le souhaitent dans cette émission, bien sûr. Bon, on se retrouve dans un instant, on file en Algérie parce que l'actualité là aussi fait couler beaucoup d'encre au-delà même de la Méditerranée avec notre ami Khaled Drarni, qui est journaliste indépendant et qui sera sur place pour nous donner les dernières informations et les déclarations, notamment de Lamta Mamamra et Lakhdar Brahimi qui se sont déroulées cet après-midi à la télévision publique algérienne. LGF, le grand forum avec Faiza Ben Mohamed et avec Philippe Bouriachi sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Nous allons dans quelques instants tenter de joindre Khaled Drarni qui faisait remarquer, puisque c'est public donc on peut le dire, que sur Twitter tout à l'heure, à chaque fois, parce qu'il intervient pour plusieurs chaînes de télé, à chaque fois qu'il était en communication téléphonique avec ces chaînes pour un direct, il était automatiquement coupé. On va voir en tout cas si ça se traduit aussi sur France Maghreb 2, on n'espère pas évidemment, avec Khaled Drarni, donc depuis Alger, dans quelques minutes. Pour l'heure, et avant toute chose, le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, d'accord. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok, alors, pour ce qui est des meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio, pour commencer ce zapping, invité de hier soir sur CNews, Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise, comme vous le savez, n'a pas hésité à comparer le pouvoir algérien et le pouvoir français. Écoutez. En Algérie comme en France, les élites se croient tout permis. Alors ils se sont dit, oui, tiens, un 5e mandat avec un homme qui est dans une situation, une condition physique, semble-t-il, tout à fait pitoyable. C'est pas très respectueux pour lui non plus. Voilà, c'est court, c'est bref, mais c'est dit. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui compare, en fait, en quelque sorte, le pouvoir français et algérien. C'est de bon augure, Faiza? Il a raison sur sa réflexion en fait, mais bon après faut pas non plus extrapoler comme ça. Hein. Après on connaît Mélenchon et ses outrances et ses capacités à faire des écarts de langage, mais après il a raison quand il dit qu'on a un président algérien qui malheureusement n'est plus en capacité et qu'en plus c'est pas digne même pour lui quoi. Je veux dire il est maintenu. Mélenchon a raison. Philippe. Écoute, c'est vachement contrasté chez la France Insoumise, parce que ce matin Ruffin disait chez Bourdin l'inverse de ce que disait Mélenchon, donc je suppose que dimanche prochain en famille ça va être assez sympa. Je sais pas si on peut comparer les deux, mais en tout cas la gestion des forces de l'ordre et du peuple de part et d'autre n'est absolument pas comparable. Absolument. Les Algériens ont donné une leçon à tous les anti-algériens. Je fais un coucou aux extrémistes qui les détestent plus que tout au monde. Quand vous serez capable d'avoir des manifestants qui ramassent les ordures sur leur passage et qui font la bise aux forces de l'ordre, à ce moment-là, vous me rappellerez. Eh ben oui, bien joué. Bon tact. 96 000 dossiers reçus en 2018. C'est le défenseur des droits
est de plus en plus sollicitée par les Français, sachez-le. Cette institution qui est dirigée par l'ancien ministre Jacques Toubon a notamment constaté un bond de 24% des réclamations liées à la déontologie de la sécurité. Parmi elles, une majorité concerne l'action de la police. Le défenseur des droits prône une interdiction du lanceur de balles de défense et de la grenade GLI F4 dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Ces deux armes sont accusées, je vous le rappelle, d'avoir fait de graves blessés parmi les gilets jaunes. Jacques Toubon appelle l'État à revoir sa doctrine. Écoutez Jacques Toubon. Nos moyens, nos règles mériteraient d'être adaptés. Et effectivement, parmi ces recommandations, qui consistent à mieux accompagner les manifestants, à mieux informer, à adopter des méthodes qui ont fait leurs preuves en Allemagne, en Angleterre depuis des années, depuis des décennies, nous avons proposé que soit revue la dotation d'armes de force intermédiaire, il n'y a pas seulement les LBD, d'armes de force intermédiaire dans le cadre du maintien de l'ordre. Il y a longtemps que nous le disons. Moi, je suis absolument persuadé que, avec les études qui sont faites, par exemple à l'Institut national de la sécurité, avec la volonté aussi d'un certain nombre de policiers ou de magistrats, les autorités politiques feront ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la mise à plat de toutes ces questions, une sorte de débat très serein et non pas fait d'invectives croisées, ce qui naturellement n'apporte strictement rien. Alors avant que vous puissiez réagir, Faiza et Philippe, il y a eu la réponse qui n'a pas tardé du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui répond donc aux propos et aux rapports de Jacques Toubon. J'ai en mémoire que M. Toubon a été ministre de la Justice d'ailleurs. À cette époque-là aussi, il y avait des forces de sécurité. M. Toubon, aujourd'hui, mène un combat manifestement plus personnel que collectif, peut-être pour faire oublier son propre engagement politique. Voilà, réponse de Christophe Castaner. Voilà, il a taclé, hein. Oh, respect. Et je voudrais juste à Castaner, si je peux lui donner un conseil, pas d'ami, mais en tout cas un conseil en communication, d'enlever son oreillette, parce que quand il parle, on a vraiment l'impression que quelqu'un lui parle, et donc c'est pour ça qu'il met un délai d'attente entre les deux, et c'est insupportable. Je crois que c'est clair. Les LBD ont fait leur démonstration que c'était loin d'être une arme efficace. Elle est même inefficace. Les techniques et les techniciens qui l'utilisent ne sont pas aguerris, ne sont pas entraînés à. D'ailleurs, tu vois bien, il est prescrit dans la notice de viser uniquement les membres inférieurs ou les bras, le torse et le ventre. Interdiction des parties génitales et interdiction de la tête. C'est pas du tout fait dans ce sens-là. Il y a aussi un autre problème, parce qu'on a quand même 22 éborgnés. Et là, du coup, on peut dire c'est un accident, 22, ça considère compliqué. Il y a aussi les grenades de désencerclement. Je tiens à dire qu'il y a entre 25 et 35 grammes de TNT. La TNT, c'est un explosif utilisé par l'armée contre une population civile. Il y a quelque chose qui va pas. Et dernière chose, je sais pas si tu te rappelles, il y a peu de temps, parce que c'est la deuxième fois qu'il revient à la charge, Jacques Toubon, sur ce rapport, et pour dire faut arrêter définitivement avec ces techniques-là. Il y a eu un mini-scandale qui a voulu faire taire le premier rapport de Jacques Toubon, c'est qu'on a parlé de son salaire. Donc je sais pas si les gens proches de Castaner sont conscients de ce qu'ils disent, et ils remettent en cause une autorité indépendante qui est là au contraire pour améliorer la situation entre les forces de l'ordre et sa population qu'elle est censée protéger à la base. Jacques Toubon se sert-il de son poste et de son institution pour régler ses comptes avec l'État en place, Faiza ? Non, pas du tout. Je crois que le défenseur des droits est dans son rôle. Il se contente d'étudier les faits et de les comparer avec ce que le droit permet. Donc, si aujourd'hui il fait ces conclusions-là, c'est qu'il a. Après, on n'est pas face à un défenseur des droits qui est issu des rangs gauchistes, hyper laxiste et tout. Jacques Toubon, on le connaît. Il a un parcours politique qui n'est pas dans ces cordes-là, dans ces sujets-là. Il a abordé un certain nombre de sujets hier sur la question du LBD, mais Castaner ne répond pas sur le fond. Castaner attaque la personne. Oui, quand on ne peut pas répondre, on attaque la personne. On dit qu'il n'est pas légitime, qu'il règle ses comptes personnels, blablabla. Ce qu'a dit aussi Jacques Toubon, indépendamment de la question du LBD et de l'usage disproportionné de la force sur les manifestants, il a aussi dit qu'il y avait, c'est en lien avec l'islamophobie, une explosion des faits qui discriminent, qui montrent une discrimination nette des femmes musulmanes.
que ce soit à l'embauche ou même dans leur vie de tous les jours. Connaissant le parcours politique de Jacques Toubon, je ne peux pas croire que ce soit même dans son intérêt de dire ça, dans son intérêt politique pour le futur de sa carrière, de dénoncer ces faits. Et pourtant, il le fait et c'est quand même courageux, il faut le saluer. Oui, alors nous allons, merci Faiza, nous allons parce que nous prenons la direction tout de suite d'Alger où nous sommes en direct avec Khaled Drarni. Bonsoir Khaled. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. On ne s'est pas parlé depuis un petit moment et les choses ont extrêmement bougé, notamment depuis lundi soir où la présidence algérienne a fait ses annonces, donc plus de 5e mandat, mais un prolongement finalement du 4e, si on comprend bien, plus d'élections donc au mois d'avril. Et aujourd'hui, vous avez eu la prise de parole donc de deux personnages connus, à savoir Lamtan Lamamra et Lakhdar Brahimi. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, Khaled, de ce que ces deux personnages ont dit à la population algérienne aujourd'hui? Ces deux personnages, comme vous venez de dire, qui étaient extrêmement populaires il y a quelques mois seulement, eh bien, sont en train de devenir tout le contraire quand on voit la réaction des Algériens sur les réseaux sociaux. Et croyez-moi que les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le thermomètre de la rue algérienne. En fait, Lakhdar Brahimi et Lamtan Lamamra sont en train de faire un peu l'après-vente du projet présidentiel annoncé le 11 mars dernier. Des propos assez contradictoires avec ce qui a été dit. Lakhdar Brahimi dit que le président est malade, qu'il ne peut pas parler, mais que son cerveau est intact. Et de l'autre côté, vous avez Lamtan Lamamra qui justifie le report, il faut le dire, injustifiable des élections présidentielles, en disant que ces élections ont été reportées pour la sécurité de l'Algérie et de la région. Donc on sent quand même un peu de panique dans le système pour essayer de répondre aux interrogations des Algériens. Alors justement, vous y faisiez référence il y a pas longtemps, il y a quelques secondes, à savoir que les Algériens, en tout cas après ces annonces, ont très vite réagi et appelé à la mobilisation et à la poursuite des manifestations. Nous sommes passés maintenant à un rejet total du système, si on a bien compris. On peut dire que le rejet du système a évolué dans les manifestations des Algériens. Le 22 février dernier, le premier grand vendredi de mobilisation nationale, il n'y avait quasiment pas de slogan anti-système. Ça a changé le 1er et surtout le 15 mars, où le départ et la chute du système est devenu quasiment le mot d'ordre principal avec le rejet du 5e mandat. Et la réponse des autorités est surprenante parce que les autorités n'ont fait aucun effort pour nommer un homme ou une femme en dehors du système, ou pour au moins donner l'impression que ce ne sont pas des gens du système qui vont gérer. On a nommé un Premier ministre issu du système, on a nommé un vice-premier ministre issu du système. Le choix de Lakhdar Brahimi, qui va peut-être, ce n'est pas sûr, diriger la conférence nationale, est un homme du système. Donc aujourd'hui, le système ne cache plus sa volonté de se maintenir. Et d'ailleurs, les journalistes ne sont pas en reste, puisque la presse algérienne parlait hier à la une, au lendemain donc de ces annonces, de ruse. Al-Watan, je pense, a bien choisi le terme parce que en fait, il faut reconnaître, ils sont trop forts, ils sont très forts, et ils ne partiront pas avec 3 manifestations. Ça, c'est incontestable. Le peuple ne voulait pas de 5e mandat, alors le président a dit « Ok, il n'y aura pas de 5e mandat ». Sauf qu'il y a un 4e mandat prolongé. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est pire qu'un 5e mandat, parce que le président de la République va rester au-delà de son quinquennat constitutionnel pour une période d'au moins 1 an. Et donc aujourd'hui, les réponses apportées par les autorités ne sont pas du tout dans le cadre des revendications du 22 février, du 1er et du 15 mars. C'est la raison pour laquelle une grande mobilisation est attendue pour vendredi 15 mars prochain. Avant de laisser mes amis chroniqueurs vous poser et vous interroger, Khaled Drarni en direct sur France Maghreb 2 depuis Alger, on a vu en tout cas que dès le lendemain, la mobilisation n'a pas faibli, puisque hier c'était les étudiants
qui d'ailleurs ont été invités à être en vacances pendant un mois, chose étonnante, en pleine période d'examen, vous me dites si je me trompe, jusqu'au 10 avril prochain. Aujourd'hui, c'était les enseignants place Maurice Audin à Alger. Et donc, la grosse mobilisation pour demain et pour vendredi, Khaled Drarni, d'après ce que vous avez comme retour de la population, est-ce que vous pensez qu'on va battre des records de participation à cette manifestation à venir? Oui, difficile de répondre à cette question, mais il semblerait qu'il y aurait encore beaucoup plus de mobilisation. La mobilisation des étudiants hier était impressionnante, en dépit du fait qu'ils ont été mis en vacances de manière brutale. Ils étaient présents en force hier dans les plus grandes métropoles du pays, notamment à Alger où je me trouve. Les enseignants aujourd'hui étaient des milliers au centre-ville d'Alger. C'était une manifestation qui n'avait pas été annoncée auparavant, donc c'est surprenant. Demain, ce sont les journalistes du secteur public, ça veut dire télé et radio, qui vont encore se réunir au siège de la télévision algérienne. Et croyez-moi que ce n'est pas facile pour des journalistes du service public de se rassembler, de manifester et de s'opposer à la situation actuelle. Tout cela, évidemment, prépare la grande journée de mobilisation de vendredi qui devrait, selon toute vraisemblance, battre les records, parce que ce sera le premier vendredi qui sera une réponse aux propositions du 11 mars. Les slogans vont changer, et ils ont déjà changé hier avec les étudiants, puisqu'il n'est plus de question de dire non au 5e mandat, mais non au 4e mandat, non au 4+. Exact. Alors, Khaled Drarni, également, est-ce qu'on peut avoir des inquiétudes concernant peut-être un éventuel changement de la police et de l'armée? Est-ce qu'on peut s'attendre à de la répression cette fois-ci, ou alors, à en croire Gaët Salah, l'armée c'est le peuple? Oui, Gaët Salah n'a pas dit ça le 23 février, que l'armée c'était le peuple. C'est sûr. Le 23 février, il a dit que les manifestants étaient manipulés et que c'était des égarés. Et je rappelle que le mot égaré en Algérie est utilisé pour qualifier les terroristes dans les années 90. Mais je suis heureux de voir que le discours du chef d'état-major a évolué jusqu'à dire que le peuple et l'armée ont la même vision. Il est difficile de savoir, répression ou pas. Vous savez, vendredi dernier, il y avait des millions d'Algériens dans la rue. Qui peut réprimer une manifestation de plusieurs millions de personnes? Je pense qu'aucune armée, aucune police ne peut le faire. Et pour le moment, la police n'a pas réprimé. Elle a essayé d'empêcher des passages, a essayé, et continue d'ailleurs, de protéger l'accès à la présidence de la République, mais il n'y a pas de charge, il n'y a pas de répression de la part de la police. Et je pense que les Algériens et que le système en Algérie garde encore le souvenir des émeutes de 88, lorsque l'armée avait ouvert le feu sur les manifestants. Ça m'étonnerait vraiment qu'ils puissent réitérer cet épisode douloureux. Faiza Ben Mohamed? Je suis assez d'accord avec l'analyse de Khaled à l'instant. C'est qu'il me semble assez invraisemblable que l'armée puisse pouvoir comme ça réprimer ces manifestations. Déjà parce qu'on sait que toutes les caméras du monde entier aujourd'hui sont braquées sur l'Algérie. Tout le monde regarde ce peuple se soulever dans la dignité avec zéro débordement. Zéro débordement, c'est quand même assez exceptionnel. On sait, nous, en tout cas en France, que ici, ça risque pas d'arriver quand il y a des manifestations. Même quand il y a 100 personnes, il y a forcément une catastrophe au milieu. C'est quand même quelque chose, un mouvement assez exemplaire. Le gouvernement algérien n'a pas intérêt à faire en sorte que la situation s'envenime, parce que des millions d'Algériens sont dans la rue et ils sont soutenus par des millions d'autres Algériens issus de la diaspora en Europe et ailleurs. Et c'est hyper compliqué aujourd'hui. C'est plus le problème juste des Algériens, c'est les problèmes des Algériens dans le monde entier. Et c'est quelque chose qui a pris une grosse ampleur. En tout cas, moi, je voulais juste dire que le peuple algérien aujourd'hui, à titre personnel, tout mon soutien, et j'espère sincèrement la meilleure issue pour ce peuple qui nous donne aujourd'hui une grande leçon de dignité, une grande leçon de mobilisation et d'unité. Après, moi j'ai juste une question pour Khaled, c'est qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire que le mouvement s'arrête? Qu'est-ce qui pourrait faire que le peuple soit satisfait? Est-ce qu'on peut espérer envisager demain une solution avec une date d'élection qui soit fixe, avec une opposition qui puisse faire campagne dignement, ou est-ce que c'est carrément pour l'instant une situation qui pourrait être utopique? Vous savez, moi j'étais dans toutes les manifestations qui ont commencé depuis le 22 février. Et j'ai vu une détermination dans les Algériens qui est incroyable. Et quand je parle de détermination, je parle des hommes, des femmes, des enfants, des familles, des jeunes, des moins jeunes, de nos aînés. La détermination est là. Le mot d'ordre, c'était pas de 5e mandat. Mais au fur et à mesure, ce sont toutes les revendications politiques, économiques, sociales qui se sont cristallisées sous ce slogan principal de pas de 5e mandat. Et à mon avis, la colère a encore monté d'un cran après le 11 mars.
Ça veut dire que pour beaucoup d'Algériens, la réponse des autorités était une moquerie, était une humiliation, une provocation. Ça veut dire que nous ne voulons pas de ce président. Et là, nous allons l'avoir pour encore 1 an, pour une conférence nationale qui va élire après un nouveau gouvernement ou des élections. Le pouvoir actuel table sur un arrêt de la mobilisation. D'ailleurs, des diplomates algériens en poste en Europe ont dit, en Europe, ne vous inquiétez pas, ça va se calmer, ça va se tasser. Et les autorités algériennes ont reculé. Ils ont reculé plusieurs fois. La première lettre du président il y a 10 jours, les annonces du 11 mars, les déclarations du chef d'état-major sont une reculade. Ce sont de petites reculades qui ne satisfont pas les Algériens. Parce que au début, au fur et à mesure que les autorités perdent du temps, eh bien les revendications populaires augmentent. Et la chute du système n'était pas une principale revendication le 22 février, ça l'est aujourd'hui. Khaled, il y a une information qui a été révélée en début d'après-midi, comme quoi le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pourrait procéder à la dissolution de l'Assemblée. Vous confirmez ? Je confirme la rumeur, mais pas l'information. Le Premier ministre, Nour El Bedoui, devait se réunir aujourd'hui au bureau de l'Assemblée nationale pour évoquer notamment cette dissolution. Cette réunion a été reportée sine die. Le parti au pouvoir, le FLN, fait pression depuis 48 heures pour éviter la dissolution. Aussi que les députés sont encore pleins. Ah, on a de plus en plus de mal à vous entendre, Khaled. Peut-être une dernière question, si vous nous entendez, concernant justement les déclarations d'Emmanuel Macron qui ont été très mal accueillies en Algérie. Les Algériens parlent d'ingérence quant à un soutien apporté à Bouteflika de la part du président Macron. Vous confirmez ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Oui, parce que là, c'est vrai qu'on vous a perdu, on vous entendait très bien jusqu'alors, hein, faisant référence d'ailleurs à votre tweet de tout à l'heure où à chaque fois que vous intervenez à la télévision en France, votre communication est coupée. Bah, jusque là, ça allait. La question est concernant les propos d'Emmanuel Macron quant à un soutien à Abdelaziz Bouteflika qui ont été très mal perçus en Algérie. On parle d'ingérence. Je crois qu'on a été coupé avec Khaled Raouni. Voilà. Bon, on a quand même tenu 10 minutes sans qu'on soit coupé, hein, ce qui est quand même remarquable, hein. Vous l'avez remarqué quand même. Khaled, vous êtes là ou pas? Bon, on l'a perdu, notre journaliste indépendant Khaled Raouni, donc depuis Alger. Vous l'avez compris, donc communication coupée. Faiza, voilà. Ça a tenu quand même un petit peu. Ça a tenu un petit peu le temps que l'information circule peut-être. Vous avez remarqué, voilà. Dès qu'on a commencé à parler de la dissolution de l'Assemblée, hop, plus rien. Voilà, hop, au revoir, adieu, c'est bon. Voilà, donc bon, dans tous les cas, il très intéressant, qui est hyper intéressante. Il est sur le terrain, il est mobilisé tous les jours, on le suit. Enfin, il faut le dire aux auditeurs, ceux qui veulent suivre ce qui se passe en Algérie, le compte Twitter de Khaled Raouni est, je pense, l'une des meilleures des références, en tout cas en ce moment, pour avoir les informations en temps réel et des informations sourcées, vérifiées et qui soient pas n'importe quoi dans le complotisme ou dans je ne sais quoi. Il a l'air de connaître hyper bien le sujet, la problématique. Ouais. Après, malheureusement, qui peut aujourd'hui savoir de quoi demain sera fait dans cette situation, c'est compliqué. En tout cas, Macron a effectivement fait un tweet et une déclaration aussi depuis Djibouti où il se trouvait, disant qu'il saluait Abdelaziz Bouteflika d'avoir renoncé à son 5e mandat et qu'il encourageait à... Macron, il faut souligner quand même aussi le culot du mec, quoi. Parce que c'est quand même 3 semaines. C'est pas drôle, moi, ça me fait pas rire. 3 semaines de mobilisation, 3 semaines que la France, on a l'impression, pour le coup, que l'internet est coupé à l'Élysée sur la question algérienne. Il y a aucun appel à Bouteflika de lâcher, aucun appel à se retirer, rien. Et ensuite, une fois que ça lâche, je dis oui, je salue la décision. Mais quand il fallait prendre position, vous étiez où tous? Oui, il y a un réel problème, Philippe, là-dessus, hein. France, sur la diplomatie française. Écoute, le président de la République... Elle avait un peu la trouille, peut-être. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts stratégiques qu'au Venezuela. Au Venezuela, il était le premier à reconnaître le président de l'Assemblée nationale comme nouveau président autoproclamé, et là, il y avait un gros silence. Alors, moi, je suis pas mal à l'aise parce que, du coup, je pense que c'est pour moi qu'elle a dit ça, Faiza. Non, je déconne. Je suis toujours sur le même truc. C'est vrai que moi, j'ai été très timide sur cette affaire. Je pense que quand on écoute mes déclarations, j'ai été même à la limite de représenter la Suisse. Là, je trouve que le gouvernement et le pouvoir en
place font une grave erreur. Parce que même moi qui étais très timide et qui disais moi je fais confiance à la jeunesse et au peuple algérien et allez dans les urnes si vous voulez pas d'un 5e mandat, eh ben vous votez contre le président actuel. Là de dire parce que rappelle-toi hein, dans le courrier c'était vous m'élisez dans un an je refais de nouvelles élections. Là en gros non bah écoutez on fait comme on a dit et on fera pas autrement. Je crois que c'est vraiment une mauvaise idée. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est une très bonne idée, mais il faut qu'elle se le fasse et engager aussi des élections présidentielles comme c'était prévu. C'est tout. En tout cas, ça a été très mal perçu et on a vu la réaction des Algériens sur les réseaux sociaux qui parlent d'ingérence de la part de la France, de la part d'Emmanuel Macron. Normal, de toute façon, c'est trop tard. Maintenant que les Algériens ont réussi à obtenir bon, c'est une miette, hein, c'est rien parce que finalement on voit bien que la situation n'a pas avancé et un peu à l'image des gilets jaunes, les revendications s'étendent. Ce que disait Khaled Drarni tout à l'heure, c'est que voilà, on part d'un point et finalement ça s'étend et on s'embourbe dans des revendications sociales, dans un truc qui va mettre le gouvernement en difficulté. Mais là, quel est l'intérêt de la France maintenant de venir dire oui, bravo la population? Mais taisez-vous, vous êtes tués jusqu'à maintenant, taisez-vous, c'est plus vous. Le gaz et le pétrole. Oui, voilà, le gaz, le pétrole et la question de l'immigration. Le gaz et le pétrole que la France paye quasiment pas à l'Algérie et en cas de changement de pouvoir, ça serait des millions voire plus qu'il faudrait que la France s'acquitte. Bah, à voir quel changement de pouvoir d'abord, à voir si bien sûr. une opposition, juste si c'est une vraie opposition un qui paramètre. va pouvoir prendre le pouvoir ou est-ce que s'il y a un changement, ce sera un changement de nom, mais avec comme a dit le jeune là dans la vidéo qui est devenue virale, là, ils ont mis un pion, ils ont mis un autre pion à la place. Voilà, c'est maintenant à voir comment on peut sortir par le haut de cette crise nationale. Et pourquoi Philippe, la France paye à coup bas le pétrole et le gaz? Ah pourquoi? Oui. Bah c'était dans les accords d'Évian. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses effectivement qui risqueraient de changer et c'est pour ça que la France est un petit peu inquiète. Et vous avez remarqué d'ailleurs la position médiatique qui a complètement changé dès lundi soir, où toutes les chaînes qui n'en parlaient pas beaucoup jusqu'alors, moi de voir, et j'ai regardé juste par curiosité le journal de TF1 de lundi soir, commencer le journal de TF1 par les annonces de Bouteflika en Algérie, c'était quand même du rarement vu, hein. Pardon. C'était extraordinaire. C'est là où on voit que même si les chaînes dites privées avec des gros actionnaires tout en haut de l'État, d'ailleurs qui ne payent plus d'ISF, sont quand même assez de connivence avec le nouveau régime en place. Et alors petit aparté assez drôle, moi je regardais par erreur aujourd'hui BFM et après chaque journal on avait le droit à un petit spot de 10 secondes pour dire que à partir du 20 mars ils seront plus diffusés sur les box. Free. Et franchement, voir Drahi s'embrouiller avec Xavier Niel, les potes à Macron, c'est à mourir de rire. Business is business. Mais vous verrez que tout va s'arranger à la dernière minute, hein, évidemment. Vous avez fait le coup avec un autre opérateur l'année dernière, je sais plus lequel. Bref, c'était le groupe TF1, voilà, qui était entré aussi en conflit avec Free, je crois. Kamel qui est avec nous. Salut Kamel. Oui, bonjour Christophe, bonjour à vos amis et vos auditeurs et tout le reste. Oui, vous avez raison, ce sont mes amis. Voilà, oui, et nos amis aussi. Exactement, les vôtres également. Bien que je partage pas certaines opinions, mais bon. Ah ben oui, mais entre amis on est... Quelques jours j'avais dit que soit Bouteflika il est mort, soit qu'il allait revenir sur le terrain, mais ils vont jamais lâcher. Je maintiens toujours, ils lâcheront jamais. C'est-à-dire maintenant ce qui va se passer le plus possible, c'est que Bouteflika va se retirer, ils mettront un autre pion. Gaël Salah, c'est juste une manigance et il fait partie du système. Donc tout ce qu'il dit FLN, il ne va pas lâcher. Vous voulez... comment voulez-vous qu'un quelqu'un qui s'assoit sur un puits de pétrole ou une mine d'or, du jour au lendemain, il va lâcher? Ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts personnels. Ils vont jamais lâcher. D'une manière ou une autre, ils vont toujours nous avancer une petite carte de dernière minute. Ouais. Et quant à la France, c'est tout à fait normal. Moi, je serais la France, j'aurais réagi pareil. Chacun défend ses intérêts, hein. Oui, mais bon, voilà. il fallait quand même s'exprimer dès le début et quand les choses sont faites. Ils sont intelligents. Ils attendent d'abord que comment ça se passe. Ils vont pas. C'est comme si vous connaissez l'inconnu et vous avec prudence. Et ils ont joué à la prudence. C'est normal. C'est là. Merci Kamel en tout cas pour votre appel au 01 40 33 9000. Non, tu peux rien dire parce qu'il y a la pub. Et dans un instant, les infos zappées. Et elle a raison, Faiza. On a beau être amis, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des désaccords. C'est ce qui enrichit notre amitié. À tout de suite.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, le grand forum, chaque jour, votre émission de réelle liberté d'expression. Je pense que vous pouvez le confirmer tous les deux, Philippe, Faiza. Il reste plus beaucoup d'émissions de liberté d'expression comme le grand forum, donc tâchons d'en prendre soin et d'en profiter jusqu'à ce que ça dure. Longtemps, j'espère, en tout cas. Mais c'est vrai, il y a plus beaucoup d'émissions où on peut vraiment s'exprimer, où les auditeurs, le peuple, puissent s'exprimer comme il le fait régulièrement. Bon, pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce qu'on avait un programme extrêmement chargé. On avait trop de trucs, mais à ce propos, il faudrait passer. Tu vois, tout à l'heure, on évoquait la question de BFM qui nous des fois tape sur les nerfs et tout. On est, je pense, la grande majorité, en tout cas, des citoyens issus des minorités, peu importe d'où on vient, hein, mais à être pas d'accord avec des fois les contenus, le traitement médiatique qui nous est réservé. Et je crois que c'est maintenant l'affaire de tous de se charger quand on veut. Alors ça peut paraître anodin, hein, la question des partages sur les réseaux sociaux. Je comprends pas pourquoi il y a des gens de nos communautés qui sont pas d'accord avec BFM et qui partagent les articles de BFM TV à longueur de temps plutôt que de partager ceux de France Maghreb. Alors je dis pas ça parce que je suis avec vous à France Maghreb, mais je pense qu'il faut privilégier l'information quand elle émane de médias qui sont honnêtes et qui n'ont pas un traitement médiatique biaisé. Le problème, Faiza, c'est ce que je disais tout à l'heure, le politiquement correct. Si on fait ça, on va nous traiter de communautaristes. C'est ça le truc le fou, et à un moment donné, on se finit par se faire de l'autocensure. Non, mais pour moi, partager un article de France Maghreb, c'est pas du communautarisme. Et je sais bien, mais mais pour nos ennemis, il y a des communautarismes qui sont subis. Moi, je suis désolée si je me sens pas représentée et je trouve que BFM ne dépeint pas la réalité de ce qu'on vit dans nos vies et que je pense que c'est le cas par exemple sur France Maghreb. Et ben je vais prendre France Maghreb. Donc il faut qu'il y ait une prise de conscience au niveau même national de se dire qu'il y a des médias alternatifs, qu'il y a des petits médias qui ne demandent qu'à grandir pour prendre le poids des autres et pour atteindre un niveau de légitimité qui soit correct et qui soit à la hauteur du travail qui est fourni. Du coup, le réflexe, messieurs, dames, vous l'avez compris, www.francemaghreb2.fr. Je fais de la publicité. Eh ben oui, attendez, si on peut pas se perdre notre propre publicité, où on est. Quelques infos zappées, les amis, des petites infos zappées, donc en l'occurrence par les grands médias, mais pas par France Maghreb 2. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, saisi par plusieurs membres de l'opposition, a confirmé que les interventions du président de la République dans le cadre du grand débat national rentraient bien dans le décompte du temps de parole de l'exécutif. Dans une décision qui a été publiée sur leur site, cette décision qui a été entérinée le 20 février dernier est mise en ligne depuis lundi. Le CSA rappelle avoir été saisi notamment par les Républicains, Laurent Wauquiez, et également Laurent Jacobelli, qui est le délégué général de Rassemblement National. À propos donc des récentes interventions du président de la République devant les maires à l'occasion du grand débat national. Ces saisies visaient à clarifier et donc bien clarifier les modalités de la prise en compte des interventions du président de la République dans le cadre du grand débat. Plusieurs partis de l'opposition l'accusant de faire campagne d'une manière déguisée en vue des élections européennes. Il y avait également la France Insoumise et le Parti Socialiste qui avaient également saisi le Parti Socialiste. À ce propos, ça semble assez compliqué là pour la campagne à venir. Si Macron soutient un candidat ou une candidate pour les européennes, comment ça va se passer cette histoire? Bon, en tout cas, voilà. Donc le temps de parole du président de la République sera bel et bien décompté. C'est une belle chose ou pas, Faiza? C'est logique, je pense, parce que l'organisation de ce grand débat, alors certes, c'était quelque chose de nécessaire, le peuple lui demandait à être entendu, tout ça, mais je trouve ça carrément logique, la décision. Attendez, le mec, il passe 8 heures par jour sur BFM à chaque débat, ça n'en finit plus. Et grâce à ça, il est remonté de 5 à 6% dans les sondages. Il y a le mouvement des Gilets jaunes commence quand même à faiblir. Il y a quand même il y a un impact en tout cas sur l'électorat directement, qu'on le veuille ou non. Il y a eu un impact de ce mode de communication. Je dirais pas du grand débat, mais de la façon dont le président Macron a communiqué sur ce grand débat, ça a eu un impact indéniable sur l'électorat. Donc c'est totalement logique que ce soit décompté, sinon ce serait trop injuste pour les autres. Alors le mec il monopolise l'antenne sur toutes les chaînes et puis l'opposition, il n'y en a plus. Philippe? Tout à fait d'accord avec Faiza. D'ailleurs, il soutient un candidat, c'est lui le candidat. Je t'invite à regarder ou à écouter en tout cas le clip de La République en marche pour l'Europe, et tu entends clairement la voix d'Emmanuel Macron, tu vois la tête de Marine Le Pen et d'Orban et Salvini, et en gros c'est nous ou le chaos. Et donc c'est pour ça que nous on le dit souvent, entre l'arnaque du libéralisme et le hold-up du populisme, il y a une troisième voie, c'est l'écologie. Oui, là tu fais ta pub là. Hein. Pour mon parti, sinon. Bah oui. Déjà que je suis communautariste, je suis obligé de leur faire 2 ou 3 dédicaces à ces escrocs.
Marine Le Pen et Robert Ménard, pour finir, s'en prennent à la lauréate jeune européenne de l'année 2019 à cause de son voile. Un article d'ailleurs à lire sur le www.francemaghreb2.fr. Toujours ces deux personnages, et en l'occurrence Robert Ménard. Franchement, il commence à énerver beaucoup de gens, celui-là. Hein. Le maire de Béziers. Toujours les mêmes obsessions, mais après c'est des obsessions qui sont, tu sais, moi des fois je me demande même s'il pense ce qu'il écrit. Il est toujours dans l'outrance, et parce qu'il sait que ça plaît à sa partie de l'électorat, et c'est tout ce qui l'intéresse en fait, c'est de conserver son électorat. Il veut pas plaire à quelqu'un d'autre parce qu'il sait que son opinion est impopulaire et il sait qu'il va se faire taper sur les doigts. Mais ce mec, je pense qu'il y a peut-être des problèmes psychiatriques. C'est pas possible d'avoir des obsessions comme ça sur les femmes voilées, à venir tout le temps systématiquement chaque mois il y a une polémique, et toujours Robert Ménard à l'intérieur. Et puis une dernière petite chose, on est en retard mais il fallait que j'en parle parce que c'est amusant d'aller voir le Twitter de Faiza Ben Mohamed et d'aller voir quelques presses, pour ne pas les citer, qui reprennent juste derrière des articles. Tiens, je prends référence à une femme qui a eu quelques soucis en allant postuler chez Etam, c'est ça, hein, Faiza, ouais. et qui a été moquée ensuite. Elle explique en tout cas dans une vidéo qu'elle a été moquée donc par rapport encore une fois à le port du foulard, et elle décide d'ailleurs, et elle appelle au boycott de cette marque Etam, qui a fait un petit tweet d'ailleurs, pas vraiment pour condamner d'ailleurs. Faiza, c'est incroyable, tu es suivie et reprise régulièrement. Reprise par des médias. Moi, je vais pas les citer parce on va pas les citer, non. Voilà. Mais je pense qu'il y a des confrères et consoeurs journalistes qui devraient peut-être chercher l'information où elle est, plutôt que de chercher la facilité et de plagier les contenus de France Maghreb ou les contenus de Faiza Ben Mohamed. Alors justement, cette affaire, en un mot, Faiza, c'est une femme effectivement qui cherche du taf, Alors elle a une vingtaine d'années, c'est une jeune fille, jeune étudiante. Elle va se présenter avec son CV chez Etam, et elle dit pas tout de suite qu'elle se présente. Alors la directrice l'accueille tout à fait avec le sourire, bonjour madame, machin, blabla. Et puis quand la directrice comprend qu'elle vient poser son CV, elle se referme tout de suite et elle lui dit non mais vous délirez, là je vais pas, ça va pas ou quoi, vous croyez pas que je vais vous embaucher avec ce foulard, c'est ici, si vous voulez rentrer vous enlevez votre foulard. Bref, elle l'humilie. La jeune fille part, elle pleure, elle s'en va, et elle a saisi le CCIF, d'ailleurs, le CCIF, décidément aujourd'hui on l'aura beaucoup cité, elle a saisi le CCIF qui est en charge de cette affaire. Il faut rappeler à ce propos que Emmanuel Macron s'est exprimé le 1er mars sur la question des entreprises privées qui discriminent les femmes en raison de leur voile, et il a appelé les citoyennes musulmanes qui feraient état de faits similaires, donc des refus d'embauche en raison du voile, à les dénoncer, parce que il y a des opérations de testing et l'administration peut émettre des sanctions à l'encontre des entreprises qui se rendraient coupables de ce type de discrimination, que ce soit pour le foulard, le nom, l'adresse ou la couleur de peau, ce que vous voulez. Le foulard en fait partie, c'est une discrimination. Bon, très bien. Bien, en tout cas, on rappelle vendredi matin donc le CCIF qui va effectivement dévoiler des chiffres, une augmentation assez importante de l'islamophobie, contrairement à ce que disait le gouvernement. À suivre de près, on en reparlera donc vendredi après-midi. Merci beaucoup Philippe Bouriachi. C'est moi qui vous remercie. Et à la différence de vos collègues de RT qui m'appellent Bouriaki. Ah oui, bah non, c'est Bouriachi. D'accord, voilà. Merci beaucoup Faiza Ben Mohamed, et bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Et on continue de lire les articles évidemment sur le site www.francemaghreb2.fr. On partage, n'ayez pas peur, c'est du solide, c'est du professionnalisme, voilà. Merci à tous et restez bien à l'écoute. On se retrouve demain à partir de 16h sur France Maghreb 2. Il est pile 18h04. Oula, très en retard, et pardon pour le retard. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits.